Vérité au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La gestion durable des déchets et la réduction des émissions de mercure, tel est l'objectif que veut permettre d'atteindre le projet régional piloté par l'UMOA et mis en branle depuis lundi à Lomé. Les détails de ce projet dans ce journal. Et puis, il y a 39 ans, jour pour jour, naissait l'Union africaine. Ce 25 mai, également journée mondiale de l'Afrique. Les chefs d'État de l'organisation sont en sommet extraordinaire à Malabo pour tabler sur les défis humanitaires de l'heure sur le continent noir. Voilà donc pour les titres. D'abord, au palais de la présidence de la République, ce mercredi, le chef de l'État Faure Zimna Nyazingbe a accordé 2 audiences. La première au directeur de Coris Bank. Idrissa Nassa est allé informer le président de la République des projets en cours et à venir de l'institution bancaire présente au Togo depuis 2015. Nous l'écoutons au sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. Nous avons eu l'opportunité donc de rencontrer le chef de l'État pour lui rendre une visite de courtoisie et lui faire le point de l'évolution de notre institution ici au Togo. Comme vous le savez, Coris Bank est installé ici depuis 2015 et depuis nous participons de façon efficace au financement de l'économie nationale. Donc à ce titre, nous sommes venus rendre compte au chef de l'État de l'évolution de l'activité et recevoir donc ses conseils pour mener à bien notre mission. Coris Bank est une banque de financement de l'économie et qui s'adresse surtout au secteur privé, mais qui finance aussi les projets structurants. Et comme vous le savez, ici au Togo, nous avons un environnement économique qui est très favorable à l'investissement. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au Togo et nous accompagnons ces investisseurs-là dans la mise en place de leurs projets. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Faure Zimna Nyazingbe. Je suis venu lui faire un point de mes activités. Vous l'avez donc compris en seconde audience, le chef de l'État a donc échangé avec le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Marcel Montano a fait au chef de l'État le point des activités du Conseil avant de lui soumettre un projet d'une vision nouvelle de l'institution. Et nous écoutons à présent le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, toujours au micro de Ramdan Bassina. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Faure Zimna Nyazingbe. Je suis venu lui faire un point de mes activités. Je suis venu lui proposer la nouvelle vision du Conseil de l'Entente qui va être déclinée par de nouvelles missions. J'ai sollicité la tenue d'un sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Il m'a donné son accord et il m'a prodigué des conseils. Je lui ai rendu compte également de mes missions auprès de ses pairs chefs d'État du Conseil de l'Entente, et notamment de la mission humanitaire qu'il m'a autorisé à mener par rapport au Burkina et au Niger. Au-delà des cours théoriques, l'École nationale d'administration ENA a, depuis le 2 mai dernier, initié une série de conférences publiques. L'école veut, à travers des thématiques d'intérêt général, amener les étudiants à cerner leurs futures fonctions dans l'administration publique. Ce matin, l'un des sujets qui a fait objet d'échanges était l'administration soumise au droit. De quoi a-t-il été question? La réponse dans ce reportage signé Christine Pichikialoudet. La méconnaissance du droit souvent à l'origine de crises sociales. L'ENA veut faire de ses futurs cadres de l'administration des personnes en accord avec le droit. L'administration soumise au droit, la toute dernière conférence au programme de ce cycle. Pour bien servir les citoyens, il faut que l'administration
respecte le droit, ait conscience et que chaque fonctionnaire, chaque agent administratif ait conscience que son pouvoir ne vient pas de lui-même. Et nous étions là pour essayer d'expliquer comment concrètement, dans la pratique administrative, dans les démarches, quand on a des dossiers à traiter, il faut faire en sorte de rendre tout cela concret. L'administrateur public doit poursuivre l'intérêt général, cela dans le périmètre de ses compétences. Le ministre des Droits de l'Homme relève les interrogations avant toute décision. La question est fondamentale de savoir est-ce que nous nous auto-évaluons au moment de prendre les décisions, au moment de poser les actes administratifs. Nous ne pouvons pas être de bons administrateurs si nous n'avons pas une connaissance la plus importante possible de l'état du droit, qu'il soit normatif, qu'il soit jurisprudentiel, et puis parfois, il peut avoir une dimension purement interprétative. Compétences et responsabilités, c'est ce qu'on attend de ces élèves. Ils ont reçu les connaissances nécessaires. Bien évidemment, nous avions déjà eu à faire un cours qui a été évalué sur le droit de l'administration publique, mais c'est un plus d'avoir cette conférence et les nouveautés qu'il nous a apportées. En tant que futurs décideurs, on doit, à travers les décisions qu'on aura à prendre, on doit se conformer au droit, on doit vérifier les sphères de compétences et tout. Environ 17 thématiques d'intérêt public sont abordées tout au long de ce mois de mai. Des conférences qui plongent déjà les élèves de l'ENA dans la réalité de l'administration. Les pays de l'UEMOA veulent réduire considérablement les émissions de mercure et mieux gérer les déchets. Un projet régional est élaboré à cet effet et mis sur les rails cette semaine à Lomé. Les détails dans ce reportage de Edwin Atata Bassabi avec la voix de Abide Niazini. Des déchets brûlés à ciel ouvert, des décharges sauvages, recyclage informel, entre autres systèmes de gestion des déchets utilisés au Togo, comme dans les autres pays de l'UEMOA. Des pratiques jugées inappropriées par les experts. Pour corriger le tir, un mécanisme financier innovant dénommé FEM-BOAD est mis en place par l'institution financière sous-régionale. Ce projet veut accroître les investissements des PME et les installations locales de traitement de déchets solides municipaux et des déchets de soins de santé. La problématique donc, qui nous réunit aujourd'hui, en l'occurrence la gestion des déchets, est d'ordre économique, social, environnemental et surtout sanitaire pour les États membres de l'UEMOA. Le projet du présent atelier s'inscrit en droite ligne de cet engagement de la Banque et est une concrétisation des efforts consentis par l'ensemble des acteurs. Ce projet s'inscrit dans le cadre de 2 conventions internationales, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure. Ce sont des conventions donc, qui traitent de ce produit, des produits dangereux. On sait que les polluants organiques persistants sont des produits parfois cancérigènes. Le mercure également est un produit très dangereux et qui fait beaucoup de dégâts au niveau des populations. En somme, il est question de promouvoir les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en matière de gestion de déchets. Tous nos États sont confrontés aux mêmes défis. On a une démographie qui est très dynamique, qui fait qu'il y a une production de déchets importante, mais nous n'avons pas pu mettre encore en place ce qu'on appelle cette économie circulaire, c'est-à-dire cette capacité à traiter les déchets de manière durable, donc à créer des emplois dans ce traitement des déchets. Je saisis cette occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement togolais à tous les partenaires techniques et financiers, particulièrement le FEM et la BOAD, qui acceptent d'accorder leur précieux accompagnement à nos pays en vue de la résolution de l'épineux problème de gestion rationnelle des déchets dans nos centres urbains. Après cette rencontre, s'en suivra celle de la signature de convention entre la Commission de l'UEMOA et la BOAD pour son opérationnalisation.
Environnement toujours, depuis le début de la saison des pluies dans le sud Togo, on note surtout à Lomé et ses environs des chutes d'arbres le long des voies qui bloquent la circulation durant des heures, voire des jours. Ces arbres déracinés par des coups de vent violents causent également des dégâts matériels plus ou moins importants et des fois même des pertes en vies humaines. Si la volonté de reboiser est noble, faut-il pour autant planter n'importe quel arbre à n'importe quel endroit? À quelques jours du 1er juin, nous avons posé la question à un spécialiste en gestion des écosystèmes et des forêts. Ses propos vous sont présentés dans ce dossier de Chazna Baka. Lors des opérations de reboisement dans les grandes villes comme Lomé, les abords des routes, les devantures ainsi que les cours des édifices publics ou privés sont les sites les plus prisés. Beaucoup de personnes plantent des arbres à ces endroits, ignorant que certains types de plantes ne sont pas indiqués dans ces espaces. Une fois matures, ces arbres font souvent les frais des pluies diluviennes et des vents violents qui les déracinent et bonjour les dégâts. Lorsqu'il s'agit des plantes à mettre le long des voies, les arbres de bordure ou bien les arbres d'aliments, il faudra choisir les espèces qui ont un système racinaire moins développé pour éviter les risques de fissures des infrastructures à côté des voies de route ou bien des édifices, les bâtiments publics ou privés. Également, on utilise les espèces comme les gaillacs, les Milesia tonenji, qui sont des arbustes qui ne développent pas un houppier, le feuillage et les branches assez développées. Cela donne non seulement un aspect attrayant, un aspect paysager, mais le fait que ces arbres ne prennent pas une hauteur importante évite les risques de chute des branches. Une fois plantés en ville, les arbres ne doivent pas être laissés pour compte. Il faut les entretenir régulièrement pour leur assurer une croissance normale, mais aussi pour éviter des désagréments. Après avoir mis ces arbres en terre, lorsqu'ils se développent, ils deviennent matures, il va falloir procéder à la taille pour donner un aspect non seulement attrayant, mais également cela évite la chute des branches qui constituent des risques pour les usagers. Cela évite également les chablis, le fait que l'arbre puisse se renverser sous l'effet des intempéries, notamment les vents violents. Dans les campagnes, la réforestation est libre. Elle doit se faire sans modération sous forme de plantation, de forêts privées ou de forêts communautaires. Là, vous allez constater que sur l'ensemble du territoire, l'espèce qui est plus plantée est le teck. Pour des raisons de son bois qui est tellement prisé sur le marché national et international. On enregistre également les eucalyptus, le mélina. L'administration forestière encourage de plus en plus la prise en compte des espèces locales, comme l'acajou. L'acajou, c'est le Kaya sénégalensis ou le Kaya grandifoliola. En plus de cette espèce, on encourage également les espèces à vocation socio-économique, notamment le néré qui est le Parkia biglobosa ou bien le karité, le Vitellaria paradoxa, qu'on peut promouvoir dans les paysages agraires. Dans les champs, on peut renforcer la densité des arbres en mettant quelques pieds pour accompagner les champs que nous disposons en campagne. Le Togo ambitionne de planter d'ici à l'horizon 2030 1 milliard d'arbres en vue de reconstituer le couvert végétal. En ville, le reboisement doit tenir compte du paysage urbain et des infrastructures pour que les arbres ne constituent pas un danger. Après son investiture à la tête de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo, Mohamed Issa était face aux médias mardi dernier pour présenter la mission de son bureau élu pour un mandat de 4 ans. Le président et ses partenaires internationaux ont à leur agenda de grands chantiers avec pour ambition d'imprimer une nouvelle dynamique à l'artisanat togolais. Le reportage est signé Marie-Reine Abita et Ekwe Saï. Relever les défis auxquels font face l'artisanat togolais et redorer le blason du secteur. C'est la mission que s'est assignée le nouvel exécutif de l'Union des chambres régionales de métiers du Togo. En fonction depuis le 6 mai dernier,
La nouvelle instance dirigeante de cette institution veut redynamiser tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'artisanat togolais. Ici, elle déroule son programme et agenda aux professionnels des médias. Le gouvernement fait des efforts énormes pour le secteur de l'artisanat. Notre rôle, notre fonction, c'est de rendre ces actions très visibles et très utiles pour l'ensemble du secteur de l'artisanat, pour les artisans et les artisans du Togo. Nous voulons aussi rassurer les partenaires techniques et financiers afin que les actions des partenaires puissent quand même être utiles et tâcher l'ensemble des artisans et artisans du Togo pour ce mandat. Nous voulons rassurer aussi les artisans du Togo que nous allons œuvrer pour le bonheur de tous les artisans et les artisans du Togo. Nous voulons mettre les artisans dans un bain de travail afin que les œuvres fabriquées par les artisans et les artisanes puissent être compétitifs sur le plan national et international. Aujourd'hui, je crois que les artisans et les artisans du Togo savent ce qu'il faut faire. Il faut d'abord qu'on accepte qu'on puisse se perfectionner et être au même diapason que les autres. Dans cet exercice, le nouveau bureau est soutenu par ses partenaires, notamment les chambres des métiers de Cologne et de Saarland de France, ainsi que par la coopération allemande. Il compte désormais sur un partenariat public-privé fructueux pour l'accomplissement de sa mission en faveur de ses membres. Ceci dans la perspective de valoriser davantage l'artisanat togolais. Depuis août 2021, le gouvernement a démarré la mise en œuvre de WEZU, ou le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Il a été conçu en vue de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Une rencontre a été organisée à Kara il y a quelques jours. Il était question d'expliquer le projet au préfet et au maire de la région. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonsoir. Au Togo, le profil épidémiologique montre que le taux de mortalité maternelle et néonatale reste encore élevé. On estime à une femme qui meurt toutes les 8 heures suite aux complications qui surviennent au cours de la grossesse, de l'accouchement ou après l'accouchement. Ces complications arrivent parce que les femmes se rendent tardivement dans les formations sanitaires pour une prise en charge adéquate. L'une des raisons qui explique cette situation est le manque de moyens financiers. C'est ce qui a amené le gouvernement à concevoir le programme WEZU, Programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Ce programme est présenté ici au préfet et au maire de la région de la Kara. Lorsque la femme arrive au niveau de la formation sanitaire, lorsque l'état de grossesse est constaté, sur la base de la présentation de sa pièce d'identité et un certain nombre d'informations, elle est enrôlée au niveau du programme et elle est prise en charge en fonction du panier qui est couvert par le programme. Le programme prend en charge 4 consultations périnatales. Nous avons les tests urinaires qui sont faits au cours de ces consultations-là. Nous avons la supplémentation en fin d'acide folique pour réduire les anémies au cours de la grossesse. Lorsque la femme arrive à l'accouchement, et à le kit d'accouchement et l'acte d'accouchement qui est également pris en charge. Et après l'accouchement, nous avons, disons, les suites de couches immédiates, donc l'administration de la vitamine K1 au nouveau-né, et puis l'administration de l'amoxicilline et puis le paracétamol qui est également prise en charge par le programme. Le programme WEZU est mis en œuvre depuis le 26 août 2021. Environ 680 formations sanitaires offrent des paquets de soins dans le cadre de ce programme. Le programme il est mis en place de façon indéfinie. C'est une subvention qui est faite. Il y a un paquet qui est pris en charge par l'État, mais il y a un complément qui doit être assuré par le bénéficiaire. 160 000 femmes ont été déjà enrôlées par le programme WEZU. Ce programme a pris en charge 70 000 accouchements et effectué 660 000 prestations différentes, estimées à 956 millions de francs CFA sur les 3 milliards destinés à la première année. Par voie de communiqué, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo prie tous les imams des grandes mosquées à consacrer leur serment du vendredi 27 mai 2022 à des invocations afin qu'Allah, le tout miséricordieux, épargne le Togo du terrorisme et pérennise la paix au Togo et dans la sous-région. Qu'Allah exauce nos prières et nos invocations. Et c'est un communiqué de l'Union musulmane du Togo signé par le président.
Hors du Togo, au Burkina Faso, on connaît désormais le sort de 4 des 8 mineurs disparus. Leurs corps ont été retrouvés et n'ont pas encore été identifiés. Et les recherches se poursuivent toujours pour retrouver les 4 autres mineurs ou leurs corps. C'est la consternation au Burkina Faso après la découverte des corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés à 700 mètres sous terre depuis le 16 avril dans une mine de zinc à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. L'annonce a été faite mercredi par le porte-parole du gouvernement burkinabé. Elle est intervenue après 39 jours de recherches intensives, opérations qui se poursuivront pour tenter de retrouver les 4 autres mineurs. Le gouvernement burkinabé a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a salué le travail des équipes de recherche. Les 8 mineurs, 6 burkinabés, un zambien et un tanzanien, ont été pris au piège au fond de la mine de Perkoa, exploitée par la compagnie canadienne Travely Mining après des pluies diluviennes. Leurs familles ont porté plainte contre X pour tentative d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Et je vous le disais en titre, l'Union africaine a 39 ans ce 25 mai, un anniversaire qui coïncide également avec la Journée mondiale de l'Afrique. Et pour cela, un sommet extraordinaire de l'Union s'est ouvert ce mercredi en Guinée équatoriale avec pour sujet de discussion la crise humanitaire sur le continent. Il y a 39 ans, des dirigeants d'une trentaine d'États indépendants du continent portaient sur les fonds baptismaux l'Organisation de l'Unité africaine à travers la signature des accords d'Addis Abeba. C'était le 25 mai 1963. Cette date marque la Journée mondiale de l'Afrique. Ce mercredi s'ouvre en rapport avec cette commémoration un sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Au cœur de la rencontre qui s'achève samedi, la situation humanitaire sur le continent. Plus de 100 millions de personnes touchées par cette crise ont besoin d'aide, selon l'ONU. La lutte contre le terrorisme au Sahel et au Mozambique figure aussi à l'ordre du jour, de même que la recrudescence des coups d'État sur le continent. Burkina Faso, Mali, Guinée, les militaires ont pris les armes contre des régimes issus des élections dans plusieurs pays. C'est le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui présidera ce sommet. Malabo attend une vingtaine de chefs d'État. 21 morts, dont 19 enfants. C'est le triste bilan de la nouvelle tuerie de masse au Texas. L'auteur, un jeune de 18 ans, a été abattu. Ses motivations restent pour l'heure méconnues. Et ce nouveau drame réactualise une fois encore le débat sur les armes aux États-Unis. La scène de crime couvre toute cette école d'Uvalde au Texas. Sur place, des dizaines de policiers et de secouristes s'affairent. La police locale a demandé aux parents de ne pas venir chercher les enfants avant qu'ils ne soient tous comptés. Une vingtaine de morts, dont des élèves, sont à déplorer. D'après les enquêteurs, le meurtrier présumé, un jeune homme de 18 ans, originaire de la ville, aurait agi seul. Ses motivations sont encore inconnues. Il aurait été abattu par les policiers. Nous pensons qu'il s'est garé près de l'école primaire Rob d'Uvalde avec un pistolet d'après les derniers rapports et peut-être aussi un fusil, c'est à confirmer. L'école primaire Rob accueille plus de 500 enfants. Elle est située dans la petite ville d'Uvalde, 16 000 habitants, située à une centaine de kilomètres de la ville de San Antonio et de la frontière avec le Mexique. Selon le sénateur du Texas, il s'agirait de la pire fusillade de l'histoire de cet État. Les homicides par arme à feu sont quotidiens dans le pays et en hausse depuis la pandémie d'après les statistiques gouvernementales. Faute de législation nationale aux États-Unis, le contrôle des armes est aujourd'hui du ressort des collectivités locales. En page nationale, à Lomé, c'est plutôt une succession de vols de véhicules lors de cambriolages de domicile et de braquages, une succession donc de méfaits qui a été enregistrée. Et plusieurs victimes sont allées donc à la police et une enquête a été ouverte. Des investigations ont permis de mettre la main sur 2 individus. Le récit des faits dans ce reportage. Les nommés Wilson Enoch, 22 ans, et Bedema Sodjine Rodrigue, 27 ans. Tous les 2 sont togolais. Le premier à être interpellé, il se nomme Wilson Enoch.
Il a été arrêté le 16 mai 2022 par le groupe d'intervention de la police nationale, GIPN, sur information d'un concitoyen. C'est un individu qui est bien connu des services de police parce qu'il avait déjà été arrêté pour multiples cambriolages et vols de véhicules. Et pour ces faits, il avait purgé une peine de prison entre 2018 et 2021. Il agit de concert avec ses complices, qu'il nomme Kocha et Khaled, qui tous les deux actuellement sont en fuite. Leur mode opératoire consiste en 2 étapes. La première, c'est le repérage avant de passer à l'action. Pour ce qui est du repérage, ils écument nuitamment les quartiers pour cibler les maisons dans lesquelles ils veulent agir. Et une fois qu'ils ont analysé les habitudes des habitants de ces maisons, ils passent à la deuxième étape qui est celle de l'action. Et pour cela, ils escaladent les murs des clôtures. Ils réussissent à forcer les portes de la maison. Ils prennent les clés des véhicules et des garages. Une fois qu'ils ont ouvert le véhicule et ouvert le garage, ils poussent les véhicules hors de la maison pour le démarrer sans éveiller l'attention du propriétaire sûrement endormi. Et dans sa déclaration, le sieur Wilson a reconnu que ses complices lui ont perpétré au cours des derniers mois plusieurs cambriolages au cours desquels ils ont réussi à emporter 5 véhicules. En décembre 2021, ils ont volé un véhicule de marque Hyundai Tucson de couleur rouge à Agoué à Sigomé. Cette voiture a été retrouvée en circulation et interceptée alors qu'elle était déplacée d'une planque sise à Kakavili vers une autre plante sise à Diablé. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2022, ils ont emporté un véhicule de marque Toyota A26 mini-sériel de couleur noire à Adjido-Adin. Dans la nuit du 22 au 23 février 2022, ce même groupe a volé un véhicule de marque Hyundai Elantra à Adjido-Gomé. Le dit véhicule a été retrouvé abandonné à la frontière avec le Ghana suite au tir de sommation de militaires en poste sur cette frontière. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, toujours le même réseau a emporté un véhicule de marque Hyundai Santa Fe de couleur blanche à Agoué-Legbasito. Ces délinquants ont réussi à franchir la frontière avec le véhicule qu'ils ont revendu au Ghana avec l'aide et l'assistance du nommé Bedema Sodine Rodrigue, qui sera interpellé dans la foulée de cette déclaration. Et dans la nuit du 23 au 24 mars 2022, ils ont emporté un véhicule de marque Mitsubishi Outlander de couleur blanche en circulation dans le quartier d'Avedji sous la menace d'une arme à feu. Après leur forfait, les véhicules sont acheminés dans une cache d'abord à Lomé, puis au moment opportun, ils conduisent les véhicules là au Ghana où ils sont revendus. La suite de l'enquête a révélé que tous ces véhicules sont revendus à un nommé Dové qui est au Ghana, qui en réalité est le commanditaire de tous ces vols. Donc ces 2 individus seront présentés à monsieur le procureur de la République pour la suite de l'enquête. La police nationale remercie la population et l'invite à davantage de collaboration. C'est en même temps le lieu de rappeler certaines consignes de sécurité en ce qui concerne les clés de nos engins et les clés d'accès à nos différentes maisons, les clés de porte, les clés de portail, les clés de garage, qui doivent être davantage sécurisées. Et pour finir cette interrogation, et si l'Afrique n'avait qu'une seule langue? Eh bien, l'intégration serait totale et réelle. Et c'est l'idée d'un Africain qui s'est lancé pour défi d'inventer une écriture pour tout le continent. Le nom de cette langue commune, le Zou. Regardez. Donc, il y a le B. Il y a le B. Il y a le on, qui est une lettre, qui est la 7e voyelle. Et il y a le J, qui est une lettre. Il y a le OU, ce qui se fait joue, et le R. Puisque la consonne finit le son. Voilà pourquoi il est en exposant. Donc, on peut écrire en français, on peut écrire dans d'autres langues. C'est comme écrire Mbote Africa. Ça, c'est pas notre écriture. Mais c'est l'écriture des autres. Ils ont écrit dans nos langues. Donc nous aussi, avec notre écriture à nous, on peut écrire les langues des autres. Je peux parler ma langue maternelle, mais je l'écris avec une écriture occidentale. Donc j'ai découvert qu'il y a une écriture africaine que je peux écrire peu importe la langue que je parle. J'ai eu donc cette révélation. Pour se démarquer, doit d'abord avoir sa propre écriture. Donc comme toute civilisation, pour mieux s'exprimer, doit être basée sur l'écriture. Voilà pourquoi, par définition, l'écriture est l'empreinte digitale d'un peuple. On saura qu'il y a eu tel peuple à travers l'écriture. Aujourd'hui, les gens parlent de l'Égypte avec tout ce qui s'est passé, mais ils prennent au centre les hiéroglyphes.
C'est ça qui a marqué en fait même la civilisation égyptienne. On met on, bon, on met le J, le ou, ça fait jour, bonjour. Une écriture continentale pour parvenir peut-être un jour donc à une langue continentale, une langue commune. Et avant de terminer, je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 25 mai 2022. Le nombre de cas confirmés s'élève à 37 065. 3 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 757, 5 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 35 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.